Bonjour monsieur. Entrez. Nous sommes ici dans la magnifique salle gothique de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, construite au XIIe siècle et parfaitement conservée. Cette salle des malades a accueilli des centaines de patients, de quelque pays ou de quelque religion qu'ils soient, pendant 7 siècles, à l'exception des lépreux, des forçats et des enfants trouvés. Ici, vous vous trouvez dans l'apothicaire de l'hôpital Saint-Jean telle qu'elle existait au XVIIe siècle. Vous pouvez vous approcher, regarder et nous dire que vous inspire cet endroit. Bien écoutez, c'est un très bel endroit et je dirais que c'est à la fois imposant, mais c'est aussi apaisant de voir toutes ces médications d'une pharmacopée qui déjà était relativement riche. Quelques noms que je ne connais pas, d'autres que je reconnais. Alors je ne sais pas si toutes ces plantes médicinales ou ces onguents avaient des vertus objectives, mais je pense qu'il y a certainement un fort effet placebo. Figurez-vous qu'à cette époque, la pharmacopée utilisait essentiellement des plantes et quelques produits d'origine animale ou chimique. La multiplicité des remèdes était telle qu'on a retrouvé ici un mémoire manuscrit renfermant 281 recettes de médicaments. Si vous le voulez bien, vous allez maintenant vous asseoir sur le fauteuil qui est là. Bien. Pouvez-vous nous dire si l'ostéoporose est une maladie ancienne ? L'ostéoporose est vraisemblablement une maladie ancienne. C'est à un Français qu'on doit sa première description, mais Lobstein le jeune, il est vraisemblable que cette maladie a sans doute été très souvent méconnue, et puis aussi peut-être qu'à une certaine période de l'histoire de l'humanité, l'espérance de vie était quand même un peu trop brève pour qu'elle ne puisse se manifester sans doute. Lorsqu'on parle d'ostéoporose, on pense aussitôt à une fragilité osseuse et donc aux fractures. Mais est-ce qu'il n'est pas important de pouvoir déceler cette fragilité avant qu'elle ne s'exprime cliniquement ? Certainement. C'est un enjeu important que de pouvoir reconnaître la maladie au stade où elle se caractérise par une diminution de la masse osseuse avant que ne surviennent les fractures. Ça pour une bonne raison, c'est que la fracture, lorsqu'elle survient, est un facteur de risque extrêmement important qui complique largement l'affection. Reconnaître la maladie précocement est donc certainement un enjeu important à la fois pour les patientes, les patients, mais aussi certainement un enjeu de santé publique que l'on devra être amené à considérer dans les années à venir, très certainement. On connaît l'importance de la densitométrie osseuse dans le diagnostic de l'ostéoporose, mais quels sont les moyens cliniques pour dépister cette pathologie ? Mais je pense qu'on a encore effectivement de bons arguments pour défendre la place de la clinique. Et en tout premier lieu, je pense que les médecins ont à leur disposition l'interrogatoire des patientes, et qui peut être très riche en enseignements. On sait qu'il existe des facteurs de risque de la maladie, de l'ostéoporose. On peut en citer quelques-uns qui sont très facilement repérés par l'interrogatoire. D'une part, les antécédents personnels, ça peut être une ménopause précoce, mais on peut aussi insister sur les antécédents familiaux. Un interrogatoire permet très rapidement de savoir si la mère d'une patiente a souffert d'une fracture ostéoporotique. C'est un facteur de risque important pour cette malade. De la même manière, la recherche d'antécédents médicaux, d'antécédents chirurgicaux peut être tout à fait riche en enseignements et indiquer déjà ce qui constituera un risque de développer la maladie. L'examen clinique, là aussi, en complément de l'interrogatoire,
permet d'orienter quelquefois vers certaines étiologies. Et je pense que cette approche clinique ne doit pas être négligée, loin de s'en faut. Sur le plan biologique, quelle est la valeur du bilan phosphocalcique? Est-il indispensable? Faut-il, de manière systématique, mesurer d'autres paramètres biologiques? Alors, le bilan phosphocalcique prend sa place dès lors qu'on a reconnu une déminéralisation ou une fragilité osseuse. C'est un examen qui, en fait, dans l'ostéoporose, s'avérera normal. Mais c'est sa normalité qui est importante à prendre en compte. Cela veut dire que le bilan phosphocalcique vérifiera que les paramètres tels que la calcémie, les phosphatase alcalines s'inscrivent dans les limites de la normale. Le bilan phosphocalcique comprend aussi, pratiquement obligatoirement peut-on dire, l'évaluation d'un processus inflammatoire. Et quelques examens très simples, tels qu'une mesure de la vitesse de sédimentation par exemple, permettent de ne pas méconnaître une affection maligne. On ne manquera pas non plus de compléter ce bilan par une évaluation de la fonction rénale par exemple, et toujours dans l'optique de la mise en place ultérieure d'un traitement. C'est vraiment quand on s'est assuré de la normalité de cet examen phosphocalcique, de ce bilan phosphocalcique, comme on dit souvent en France, bien que l'on pourra retenir que la maladie correspond à une ostéoporose. Correspond à une ostéoporose. Affirmer l'existence d'une ostéoporose est donc une première étape. Une fois cela fait, quelle doit être la stratégie de diagnostic différentiel? Bien, l'ostéoporose reste effectivement un diagnostic qui implique qu'on ait exclu un certain nombre d'affections. Il faut être assez systématique et assez rigoureux. Et comme je le disais, par des examens simples tels que ce bilan phosphocalcique et quelques examens complémentaires tels que la VS, eh bien, on pourra s'assurer qu'il n'y a pas une autre cause de déminéralisation osseuse diffuse. On peut citer en particulier le myélome. Dans une deuxième étape, on pourra éliminer un trouble de la minéralisation. Ce n'est pas très fréquent, mais cela existe encore. La constatation d'une réduction de la densité minérale osseuse n'est pas stricto sensu équivalent à l'ostéoporose. Il peut s'agir d'une ostéomalacie. Là encore, le bilan phosphocalcique permet généralement de repérer des anomalies qui orienteront vers cette étiologie. Par ailleurs, dire ostéoporose post-ménopausique ou ostéoporose d'involution, ça veut dire aussi que par l'examen clinique, l'interrogatoire, l'examen physique, on aura éliminé des causes d'ostéoporose secondaire, des causes d'ostéoporose, des étiologies telles que des endocrinopathies par exemple. Là aussi, le bilan phosphocalcique peut être complété par une évaluation hormonale, mesure d'hormones thyroïdiennes, recherche d'un hypercorticisme. Alors, ce n'est peut-être pas très fréquent que l'on soit amené à découvrir ces maladies devant une ostéoporose, mais lorsqu'on les met en évidence, je pense qu'on rend un grand service à la patiente ou au patient. Le suivi de l'ostéoporose s'inscrit dans le long terme. Le problème de l'observance thérapeutique doit donc inévitablement se poser. Qu'en est-il réellement et dispose-t-on de solutions ? Je pense que l'observance thérapeutique, comme vous le soulignez, est un problème extrêmement important. On se heurte actuellement à des difficultés de suivi des traitements par nos patients. Alors, comment régler ce problème? Il y a certainement tout d'abord un effort d'explication à faire lorsque l'on met en œuvre un traitement de l'ostéoporose. Il faut expliquer, prendre du temps un petit peu, certainement, pour expliquer à la patiente ou au patient l'enjeu de la mise en œuvre de ce traitement. Lui dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. En particulier, ce qu'il peut faire, je crois que c'est insister sur la réduction du risque fracturaire attendu par la mise en œuvre d'un traitement. Il y a donc une sorte d'explication qui doit être vraiment bien claire dès le départ. Alors ensuite, on pourra certainement améliorer l'observance thérapeutique, peut-être par les nouvelles formes de médicaments dont on disposera, en espaçant les prises, en les rendant plus simples, on améliore certainement l'observance. Un autre élément sera peut-être aussi, dans l'avenir, de préciser la place des marqueurs biologiques du remaniement osseux. Vous évoquiez le bilan phosphocalcique. On dispose actuellement de certains examens qui permettent de vérifier s'il existe une réponse au traitement en mesurant les marqueurs de la résorption osseuse ou de la formation osseuse. Et c'est une réponse qu'on peut obtenir assez rapidement après la mise en œuvre du traitement.
pense que ça doit être certainement une piste à suivre pour améliorer l'observance. Car de cette observance dépend certainement l'efficacité attendue des traitements. Alors maintenant, si vous le voulez bien, vous allez vous lever et chercher la télécommande qui se trouve devant vous. Maintenant, dirigez-vous vers l'écran parce qu'on vous a préparé une surprise. Nous sommes allés en Touraine à la rencontre d'un animal étrange, dont nous avions d'ailleurs repéré quelques beaux spécimens à Angers. Pouvez-vous appuyer sur le bouton rouge de la télécommande, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, alors déjà, vous allez en avoir une, là, sur le garde-fou. Alors je sais pas, vous avez celle-ci et celle du ticket, c'est celle qui est tout là-haut. Mais je peux même pas vous dire combien au total il y en a. Je peux même pas vous dire. On en voit tellement, je crois qu'on n'y fait même plus attention. La salamandre, on peut dire que c'est à la fois un animal symbolique, peut-être pas mythologique. Il n'a pas vraiment de référence dans le bestiaire médiéval d'antan, mais son nom va changer suivant les régions françaises. On lui attribue différentes qualités. Très souvent, c'est pas bon signe. François Ier, lui, l'a choisi pour une autre raison, c'est qu'elle a la peau couverte d'une petite substance visqueuse qui apparemment lui permettrait de résister aux fortes chaleurs. Elle joue avec deux instruments. Le premier, c'est le feu et le deuxième, c'est l'eau. Parce qu'elle ne garde que le bien, elle ne rejette que le mal et c'est plus évident d'éteindre le mal avec de l'eau. Celle que je veux vous montrer là, la petite insolite, elle est dans cette galerie-ci. Parce que là, on quitte ce qu'on appelle des vestibules et on rentre dans ce qu'on appelle une loggia, une galerie toute italienne. Et là, voilà, c'est une salamandre qui attaque un dragon. C'est le combat du bien contre le mal. Et on va dire que c'est plutôt la salamandre qui gagne. Voilà. Un emblème, c'est toujours accompagné d'une devise. Et la devise de François Ier, en latin, c'était nutrisco et extingo. Ça signifie je me nourris et j'éteins. Et c'est là qu'on retrouve le jeu d'avaler les flammes et de cracher l'eau. L'un ne va pas sans l'autre, toujours, toujours. Celle-ci, là, vous lui voyez très bien les écailles qu'on a représentées, les griffes, les dents. Et celle-ci, elle crache des petites gouttelettes d'eau. Et toujours, toujours, la salamandre, elle sera entourée de petites flamèches. Et puis une couronne, toujours, là encore, au-dessus de la gueule de cette salamandre. Et jamais une couronne royale. Celle-ci, elle est impériale parce qu'elle est fermée par un globe et surmontée de la fleur de lys ou quelquefois de la croix latine. Il faut comprendre par là que François Ier, il avait des rêves de grandeur. Vous venez de visiter Chambord comme peu de gens l'ont fait. Est-ce que vous avez remarqué la taille du trousseau de clés du guide qui nous a accompagnés et qui a poussé des portes interdites en principe au public? Saviez-vous que François Ier avait pour emblème la salamandre ? Alors j'avais eu l'occasion effectivement de me rendre dans cette belle région et de savoir que la salamandre avait été choisie comme emblème par François Ier. On trouve d'ailleurs ici, dans quelques châteaux des environs aussi, me semble-t-il, cet emblème, cet animal, qui a été très bien décrit dans ce document que vous nous avez présenté. Étonnantes ces salamandres, non ? Elles absorbent le feu, symbole du mal, rejettent l'eau, symbole du bien. On pourrait presque faire un parallèle avec le médecin
qui combat le mal pour faire le bien. Oui, c'est effectivement une comparaison qui me convient, oui. Et peut-être que on pourrait retrouver dans cet animal eh bien, un objectif qu'on doit se fixer, oui, tout à fait. On continue si vous le voulez bien. On va voir maintenant un deuxième reportage. Si vous voulez bien prendre à nouveau la télécommande et appuyer sur le bouton rouge. Nous venons de contourner par la courtine les jardins qui sont des jardins de création 20e, mais sur l'emplacement des jardins du roi René, avec ces ifs magnifiques. Et dans le fond là-bas, Châtelet 15e. À gauche du Châtelet, vous apercevez un grand mur en schiste. Ce grand mur en schiste qui forme un L est en fait situé sur l'emplacement d'anciens bâtiments romans, mais c'est la galerie de la tenture de l'Apocalypse, cette fameuse tenture de l'Apocalypse qu'on vient admirer du monde entier, puisque c'est quand même une œuvre unique, tissée, qui fait aujourd'hui 106 mètres conservés. À l'origine, 146 mètres. Tissée sur 6 mètres de long et 4,50 mètres de haut. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs lissiers qui travaillaient sur un seul métier. C'est un travail extraordinaire. Alors ce qu'on peut se demander, c'est comment et pourquoi Louis Ier, premier duc d'Anjou, a fait cette commande prestigieuse, parce que même à l'époque c'était une œuvre d'art magnifique, à une période où on est en pleine guerre de 100 ans, et où il est plutôt bien vu de mettre son argent, quand on est un homme politique, dans les armes et la guerre. Il n'a pas fait ce choix, il a fait un choix d'amateur d'art, peut-être de mécène, ou alors d'aucuns moins bien intentionnés, dont je fais partie, pensent que peut-être il avait un message politique à faire passer. Il faut savoir que c'est une tenture qui a une histoire assez fabuleuse parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Quand le roi René est mort, il a légué cette tenture à la cathédrale. Les chanoines l'ont utilisée, elle a été exposée de temps en temps dans la nef. Ensuite, à la Révolution, la tapisserie a été coupée parce qu'il y a 6 grandes pièces gigantesques de scènes superposées. Il y a plus de 75 pièces superposées. Et donc, ces scènes ont été coupées et ont été empilés à l'ancien évêché, à l'église Saint-Serge, enfin dans 3 lieux de la ville. Et c'est au XIXe siècle que le chanoine Joubert, qui était custode de la cathédrale, s'est dit « mais où est cette tenture ? Qu'est-elle devenue ?» Donc il a fait sa petite enquête, ses petites recherches, et il a trouvé des piles de cette tapisserie là où on pensait qu'elles étaient, c'est-à-dire dans les 2-3 lieux que je vous ai cités tout à l'heure. Il a fait mettre à plat, et on s'est aperçu qu'il manquait 40 mètres à la tenture. Alors après enquête minutieuse, il s'est avéré que cette tenture, ces tapisseries, elles ont servi comme on le fait aujourd'hui avec des vieilles moquettes. On s'en est servi pour couvrir les serres, on s'en est servi pour faire des couvertures pour les chevaux, pour entourer les orangers, enfin voilà. Donc on peut imaginer que les 40 mètres manquants ont disparu dans la nature. C'est donc un texte complètement biblique puisque c'est fondé sur le texte de l'Apocalypse, dernier texte du Nouveau Testament. Et les messages 14e sont assez flagrant dans la tenture, soit par l'architecture, purement 14e parfois, soit par les costumes des personnages, soit même par l'histoire. Et il y a un traitement extrêmement moderne de l'image, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui on fait encore énormément d'efforts pour la conservation. Dans les années 80-90, on s'est aperçu que la tenture perdait des couleurs, que les pigments naturels étaient un peu mangés. On s'est aperçu que cette galerie construite en 1954 était sur tout un côté en vitrage et que la lune et le soleil brûlaient les pigments naturels. Depuis 1996, installation en fibre optique dans toute la galerie, scientifiquement les pigments sont sauvés. En tout cas, ce qui a été perdu est perdu, mais le reste est parfaitement visible et l'envers a conservé toutes les couleurs. Quel étrange parcours que celui de cette tapisserie qui retrace les écrits prophétiques de Saint Jean dans le dernier livre de la Bible. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà pu l'admirer, cette tapisserie. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti la première fois quand vous l'avez découverte. Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter cette salle où
protège heureusement cette superbe tenture. C'est toujours très impressionnant que de se retrouver devant cette œuvre assez extraordinaire. Alors, il y a il y a sûrement plusieurs façons de la voir. On peut être impressionné par je crois, ici, il était rappelé 106 mètres de tenture. On peut être impressionné par la qualité de conservation de cette tenture. On peut aussi, comme un ami américain, s'étonner, admirer ces nice cartoons. On peut aussi, et plus sérieusement, se dire que c'est un témoignage peut-être d'une actualité. Lorsque ça a été commandé par Louis d'Anjou, les gens qui l'ont fait, effectivement, se sont référés à ces textes bibliques. Il y a donc une vision, mais cette vision devait s'appuyer certainement sur des faits de la vie qui n'étaient sans doute pas toujours très faciles. Et on voit ce combat du bien contre le mal. Et, il faut rappeler aussi que certains visiteurs célèbres à Angers ont pu admirer cette tenture, telle que Jean Lursa qui a fait Le Chant du Monde et qui a certainement été impressionné. On a donc là quelque chose qui témoigne et qui doit nous rappeler que le bien, le mal sont peut-être aussi encore des combats qui ont un sens. Si vous le voulez bien, vous allez maintenant vous diriger vers la table qui se trouve à votre droite. Bien. Dans un de ces 3 vases, vous allez trouver une enveloppe. Vous voulez bien l'ouvrir? Alors, je chausse mes lunettes. Questionnaire qu'on connaît, Désir de Proust. Alors, la figure historique à laquelle vous auriez aimé ressembler. Alors, une seule réponse, je suppose. Alors, je ne sais pas, quand j'étais plus petit, c'était peut-être Du Guesclin, à laquelle j'aurais voulu ressembler. Mais bon, il paraît qu'il était très laid, alors donc je vais peut-être renoncer à... Alors, bon, Marco Polo, je dirais Marco Polo, en fait, oui, c'est Marco Polo. Je pense que... L'explorateur, oui, la route de la soie, ça, oui, j'aurais bien aimé, effectivement, ressembler à Marco Polo. Alors, votre livre de chevet, c'est sans doute celui que je lis actuellement. Bon, je ne pense pas avoir de livre de chevet. Non, je crois que j'aime bien la variété. J'aime beaucoup le livre que je lis actuellement. Il y a un livre d'un espagnol, Molina, qui s'appelle Séfarade. Mais je pense que vous m'auriez interrogé il y a 15 jours, je vous aurais donné une autre réponse et je pense que j'en donnerai une autre si on me posait la question dans le futur. Vos héros dans la vie réelle. Les héros dans la vie réelle, je pense que c'est sans doute les gens qui savent dire non quand ce n'est pas facile et qui savent assumer leur choix. Alors je pense que dans la vie réelle, sans doute je dirais comme ça des noms, Gandhi, Jean Moulin, il y en a eu plein d'autres qui ont su assumer des choix difficiles. Oui, c'est ça, sans doute mes héros, oui. Quelle est ma plus grande peur? Je pense que là, c'est... Oui, sans doute la solitude, oui. Votre film culte? C'est difficile, ça. Voilà, et comme cela, je dirais, ça me vient spontanément, là, quand même, c'est La Strada. La Strada, c'est un film je pense que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Fellini. Alors, sinon, je pourrais citer quelques films de Stanley Kubrick, là, qui a récemment disparu, qui était certainement un grand cinéaste et dont les films m'ont beaucoup impressionné aussi. Mais La Strada. Le talent que vous voudriez avoir. Moi j'aurais voulu être jongleur. J'aurais bien aimé savoir jongler. Bon, je suis toujours très, très admiratif, soit dans les cirques, soit sur les plages, de voir des gens jongler. Non, mais ça, je n'ai pas ce talent, mais j'aurais bien voulu l'avoir. Oui. Vous avez essayé? Oui, j'ai essayé, oui, oh là là. Mais bon,
J'ai essayé plusieurs fois. Non, je n'ai pas le talent, dommage. Ma devise. Alors, devise. J'aime bien. C'est pas forcément ma devise, mais j'aime bien quand même. Fais ce que doit, advienne que pourra. Alors, c'est vrai que advienne que pourra, il y a peut-être un petit peu de fatalisme. Mais bon, fais ce que doit. Fais ce que doit, oui. Je crois que. Ou sinon, alors, si on veut être plus volontariste, je résiste à tout sauf à la tentation. Mais ça, ma chanson préférée, fredonnée, c'est ma chanson préférée, je crois que c'est 3 petites notes de musique. J'aimais beaucoup cette chanson, je pense pas que 3 petites notes de musique. Vous savez, c'est une chanson qui m'a, comme ça, que j'ai beaucoup aimée. Mais je ne veux pas le fredonner, non, je crois que ce serait lui faire un petit peu d'injure. Voilà. Merci. Merci d'avoir accepté de passer ce petit moment avec nous. On a appris vraiment plein de choses intéressantes. Je ne peux pas vous raccompagner, mais avant de quitter ce magnifique endroit, vous pouvez jeter encore un œil sur toutes ces pièces. Merci. Oui. Très bel endroit, effectivement. Merci. Merci. Au revoir.